Salut à tous. Bon, il n'y aura qu'un salut aujourd'hui puisque vous l'aurez compris, je serai tout seul pour faire cette analyse pronostique de l'UFC 276. Il sort un peu tardivement, petit problème technique à la maison, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, j'espère que vous serez quand même nombreux à l'écouter. Surtout que cette UFC 276 voit s'opposer deux combats pour les deux titres différents. Donc d'abord Jared Cannonier contre Israel Adesanya. Et ensuite, on va discuter un petit peu du troisième combat entre justement Alexander Volkanovski et Max Holloway. Donc commençons par le main event pour la ceinture des poids moyens. Donc Jared Cannonier qui sera pour la première fois opposé à Israel Adesanya qui va défendre sa ceinture. Ça va se passer la nuit du 2 au 3 juillet à la T-Mobile Arena. Et donc c'est un combat qui sur le papier n'est pas forcément le plus excitant. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, puisque un combat est excitant quand on ne sait pas où la décision va aller, même si ça reste du MMA, et on peut toujours être surpris. Alors commençons par le tail of the tape. Adesanya, c'est 1m93 pour une allonge de 2m03. 22 victoires, 15 KO, 7 décisions, et une seule défaite, une décision. Cette défaite, je le rappelle, s'est passée quand il est monté deux catégories et qu'il a affronté Jan Blachowicz. Toujours les problèmes de prénom, ça commence très bien. Et en plus, il n'y a même pas Jarod pour me reprendre si jamais j'ai un trou. Donc ça va être sportif. Quant à Cannonier, lui, c'est 1m80, donc 13 cm de moins pour une allonge d'1m96,8. Donc ça va, le déficit d'allonge n'est pas énorme entre les deux combattants. 15 victoires, 10 KO, 2 soumissions et 3 décisions, et 5 défaites, donc 2 KO et 3 décisions. Commençons une fois n'est pas coutume par la boxe. Alors, Adesanya, on va donner l'honneur au champion, est, sûrement on le dit à chaque fois qu'on parle de lui, le meilleur ou l'un des meilleurs boxeurs pied-point de l'UFC. Il est ultra complet, il est facile dans tout ce qu'il fait. Il sait tout faire, en fait, tout simplement. Il est à l'aise dans toutes les gardes, ça on le répétera jamais assez. Et surtout, il a un schéma qui est rodé et qui se rôde de plus en plus au fur et à mesure de ses combats, parce qu'il prend bien sûr plus d'expérience, il a la ceinture, donc il est dans la gestion des combats comme tout champion. Même si là, il a dit qu'il chercherait en fait à combattre plus et à être un peu plus spectaculaire dans ses combats. Mais il n'empêche que son schéma est toujours sensiblement le même. Au début, il prend la mesure de l'adversaire grâce à ses feintes. Il se précipite jamais. Il feinte énormément. Il sature l'adversaire d'informations. Il crée des ouvertures grâce à ses feintes. En fait, il crée ces ouvertures pour les repérer, pour pouvoir les exploiter dans la deuxième phase de ses combats, où là, il commence, une fois qu'il a analysé son adversaire, il commence à passer à l'offensive. Donc, quand il passe à l'offensive, il touche bien sûr beaucoup plus souvent. C'est un boxeur en volume, donc c'est pas un KO puncher, je le répéterai à chaque fois. Enfin, si vous avez l'habitude, je passe très vite parce que c'est pas la première fois qu'on analyse Adesanya. Si vous êtes habitué de nous écouter, vous savez qu'on l'a déjà analysé quelques fois, donc je sais plus trop, mais je pense que c'est 2 ou 3 fois. Donc ça, il y a beaucoup de redites dans ce que je vais dire, mais parce que effectivement, force est de constater que dans la partie boxe, il est tellement abouti que ça va pas changer en fait. Son style, il sera toujours là. Donc boxeur en volume, effectivement, c'est en fait le fait d'être précis et d'envoyer beaucoup de frappes qui lui permettent d'aller chercher le KO, en fait de faire tilter le cerveau. C'est pas un KO puncher, donc il pourra pas éteindre la lumière sur un seul coup. Il a un gros fight IQ, ce qui lui permet en fait de s'adapter à chaque adversaire. C'est vraiment une force pour lui. C'est-à-dire qu'en amont, déjà, il y a deux choses, en fait. Je pense qu'il y a 2 phases d'analyse chez lui. Qu'en amont, il doit déjà très bien étudier ses adversaires, ce qui lui permet, en fait, tout simplement de déjà préparer un game plan, en fait, en fonction de ce qui va se passer en face de lui. Est-ce que c'est un boxeur? Est-ce que c'est un lutteur? Est-ce que c'est un grappleur? Il sait déjà comment se positionner et se déplacer pour chaque adversaire. Et en plus de ça, il a cette faculté d'analyse au sein même du combat. C'est-à-dire que, comme je disais, souvent dans le premier ou voire les 2 premiers rounds, il est vraiment dans la lecture du jeu de l'adversaire. Et d'ailleurs, on pourrait croire que qu'il ne le fait que la première fois qu'il affronte ses adversaires, mais non, parce que quand il affronte plusieurs fois le même adversaire, je pense à Whittaker ou à Vettori, il va tout de même s'adapter
en fonction de ce que va proposer en plus l'adversaire, en fonction des prépas qu'il aura fait suite à ce qu'il aura analysé face au premier combat contre Adesanya. Quant à Cannonier, lui, alors c'est un boxeur qui est très puissant. Il faut rappeler qu'il arrive des lourds. Et que c'est un des boxeurs qui a pu mettre des KO dans toutes les catégories. Donc il a fait les lourds légers, et maintenant il est donc chez les moyens. Il a une très bonne mâchoire. Moi, ce qui me marque chez lui, c'est son endurance au mal, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que même si on le touche, même si on lui fait mal, même si, je pense au combat contre Whittaker, par exemple, où certes, il perd le combat, mais malgré tout, il reste tout de même dangereux. Il aurait très bien pu gagner le combat à tout moment face à lui, parce que c'est un combattant qu'il ne faut jamais en fait sous-estimer dans quel que soit le nombre de rounds. De la première à la dernière seconde, il faut toujours rester concentré avec lui. Il a une très bonne boxe anglaise, elle est propre, elle est variée. Il a les mains bien hautes. En fait, ça c'est vraiment un truc, c'est qu'il n'a pas une garde forcément MMA où comment dire, on a la main avant en avant justement, où on prend en fait de la distance avec ses bras pour justement stopper la lutte quand elle arrive. Lui, il a souvent une garde où justement il a les mains ouvertes, proches du visage, et il fait beaucoup de mouvements de buste, ce qui lui permet d'esquiver, mais aussi de contre-attaquer en lançant ses uppercuts par exemple. Il a un magnifique overhand qui est très très efficace, et il est très très bon aussi en jab. Il est très dévastateur. D'ailleurs, souvent l'un suit l'autre. D'ailleurs, le jab puis l'overhand. Ce jab, il le maîtrise dans une garde et dans l'autre, puisque ça lui arrive très souvent de changer de garde pour envoyer justement le jab avec son poing droit, ce qui lui permet en fait de donner plus d'allonge à son poing avant, puisque son poing arrière, mais qui devient son poing avant, puisque ça lui permet de donner plus de toucher en fait plus à distance ses adversaires avec un point dur. Si vous êtes puriste des arts martiaux, par exemple, c'est le concept du Jeet Kune Do. Et le concept du Jeet Kune Do qui a été appliqué par exemple par Jérôme Le Banner. C'est-à-dire que le point avant, le point fort, on le met en avant. Il y a certains combattants qui arrivent à faire ça, donc Jérôme Le Banner par exemple qui faisait ça, pour justement l'utiliser plus souvent. C'est-à-dire être plus dévastateur dans ses frappes avec un point qu'on utilise qui ressort plus fréquemment, puisque de toute façon le point avant c'est celui qui sort le plus. Donc c'est une manière de faire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. En tout cas, si ça réussit, c'est toujours bon. Et pour le coup, pour Cannonier, il est très efficace quand il sort son jab avec son point avant. Depuis qu'il est descendu de catégorie, donc il envoie beaucoup plus de jambes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. C'était beaucoup moins le cas quand il était chez les lourds. Mais depuis qu'il est plus léger, il se permet, en fait, sûrement, parce que aussi c'est moins énergivore, d'envoyer des frappes avec ses jambes. Donc, avec ses jambes, force est de constater qu'il est aussi très puissant. Alors, que ça soit avec ses low kicks, mais aussi, il met beaucoup de front kick pour garder la distance avec ses adversaires, et des high kicks qui peuvent être très efficaces. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il envoie les frappes, mais il ne s'est pas cantonné juste à mettre des calf kicks, des low kicks. Il est très varié dans ses frappes de jambes. Alors, il est très endurant, je le disais tout à l'heure. Il peut toucher durement, en fait, à tout moment dans le combat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas fatiguer. Enfin, en tout cas, s'il fatigue, en tout cas, ça va pas avoir une incidence sur la puissance de ses frappes. C'est-à-dire que si on n'est pas concentré dans le combat, à tout moment, il peut mettre KO. Je pense à son combat contre Bronson, où il aurait pu être épuisé par la lutte de Bronson. Et malgré ça, il a su trouver l'opportunité et toucher, sonner Bronson et finaliser le combat grâce à ses frappes. Donc, on va pas se mentir, c'est un combat qui a de fortes chances de se passer debout entre les deux, puisque l'un comme l'autre ne cherche pas forcément la lutte, même si on n'est pas à l'abri que Cannonier brouille les pistes avec peut-être de la lutte, parce que forcément il va falloir trouver des solutions face à la facilité et au talent en boxe d'Adesanya. Et donc on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas moi je vois ce combat un peu plus se passer debout forcément, puisque les deux sont de très bons défenseurs de takedown, on va en parler juste après, mais n'engagent pas en fait sur les takedowns. Donc pour ce combat, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Je donne un avantage quand même certain à Adesanya.
qui fait des masterclass en lutte face à tous les adversaires qu'il a rencontrés. Donc il n'y a pas de raison que ça change sur ce combat. Vraiment, je donne un avantage pour la boxe à Adesanya pour ce combat. En termes de lutte, en fait, c'est très simple. Les deux, on va plus parler de leur défense puisque c'est ce qu'on constate le plus dans leur combat. Donc j'en parle parce que on sait jamais, hein, l'un comme l'autre pourrait tester justement d'emmener au sol, on sait jamais. On en parlera après, mais donc Adesanya, c'est une excellente défense. Il nous le prouve dans chacun de ses combats. De combat en combat, il devient de plus en plus fort. De toute façon, il devient meilleur à chaque fois. On sent que bien plutôt que ce soit un boxeur, il met véritablement l'accent sur sa lutte et sur ses défenses de lutte. Il n'y a pas de secret, hein. Celui qui maîtrise la lutte maîtrise le combat. Si tu veux rester debout, tu resteras debout. Si tu veux amener au sol, tu amèneras au sol. C'est pour ça que les plus grands champions, la plupart, les 3/4 des champions de l'UFC, sont des lutteurs. Donc là, avec Adesanya, c'est le cas. Il a très bien compris qu'il fallait absolument qu'il puisse maîtriser cette lutte et surtout ses défenses en lutte. On l'a vu sur certaines vidéos d'entraînement d'ailleurs avec Dan Hooker, où il travaillait les phases pour se relever sous les frappes, en fait, avec de grosses frappes de Dan Hooker qui essaie de le maintenir au sol et Adesanya qui fait tout pour exploser et se relever. De toute façon, c'est un chat. Il fait du hip-hop, j'en ai déjà parlé. Il est très à l'aise avec sa perception de son corps dans l'espace. Donc, et surtout, il est très stable sur ses appuis. Il sait garder son équilibre en toutes circonstances. Il sait aussi très bien accepter les takedowns. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, il a un très bon fight IQ. Résister sur un takedown, c'est avoir, si jamais il est très bien engagé, c'est avoir la certitude de le prendre et de se faire contrôler derrière. Lui, il préfère mieux en fait partir en scramble et se relever. Donc il accepte en fait le takedown pour rouler avec le takedown. En fait, c'est vraiment il absorbe l'inertie du takedown pour se relever ensuite par la suite. Je le disais, il est très explosif. Il est très puissant aussi avec ses hanches, ce qui le rend très difficile à contrôler. C'est-à-dire qu'il a une grosse faculté en fait à ponter, même à prendre appui sur la cage pour vraiment pousser son adversaire et se relever. Même s'il est très sec, on voit que c'est quand même un combattant qui est très puissant et ça joue beaucoup, beaucoup dans sa lutte. Faut pas oublier qu'il a lutté aussi avec les meilleurs du monde d'un point de vue JJB, hein. Je parle pas de lutte, puisqu'il s'entraîne dès qu'il le peut chez Athos, donc on en reparlera aussi avec le sol, mais et donc il s'entraîne avec Galvao, il s'entraîne avec Barbosa, il s'entraîne avec tous ces profils-là qui sont d'excellents lutteurs et qui lui ont appris de toute façon tous les tips pour pouvoir au moins sauver sa peau en étant bon dans la gestion de la distance quand c'est au sol et dans le fait de se servir de ses atouts physiques, hein, de son allonge, de ses jambes, on en parlera après, pour justement se relever, renverser l'adversaire et donc se remettre debout. Au sujet de Cannonier, alors Cannonier, il a une très bonne défense aussi avec de bons sprawls et un bon équilibre aussi. Alors lui, c'est vraiment sa puissance qui joue beaucoup dans ses défenses. Ça, on le voit. Il pousse fort la tête de l'adversaire vers le bas, en fait, pour l'empêcher de continuer à évoluer sur le takedown. C'est vraiment quelque chose qu'il fait très bien. À chaque fois qu'il se fait attaquer, boum, il pose sa main sur le sommet du crâne de l'adversaire et il le pousse comme s'il voulait le planter dans le sol. Donc ça, c'est très intelligemment fait. Il utilise aussi beaucoup le whizzer pour contrôler l'adversaire. Donc c'est pareil, ça, on sent que sa puissance parle. C'est-à-dire qu'il rentre il prend le... Alors le whizzer, c'est quoi? C'est quand on vient enrouler le bras de l'adversaire du dessus vers l'intérieur. Et en fait, ça lui permet, et c'est là où je vois qu'il est puissant, c'est qu'il arrive à d'une part, soit basculer l'adversaire sur le côté pour justement qu'il ne soit plus dans l'axe de son takedown, mais aussi à le soulever pour qu'il ne puisse pas descendre trop bas sur la position et donc l'amener au sol. Une fois qu'il fait ça, il cherche à rentrer ses bras donc en underhook. Souvent, il a un whizzer d'un côté et l'underhook de l'autre côté, donc c'est-à-dire qu'il glisse son bras sous les selles de l'adversaire. Et ainsi, ça lui permet de casser le contrôle et de revenir en position de boxe. Donc les deux, honnêtement, sont plus des takedown defenseurs, on va dire ça comme ça, plutôt que des attaquants. Donc c'est en ça où je dis que, à mon avis, le combat se passera debout. Donc
Très dur hein, de dire pour ce combat en fait qui aura l'ascendant puisque puisque tout simplement enfin aucun d'entre eux n'a intérêt à y aller. Peut-être plus Canonnier qui aurait peut-être plus d'intérêt à y aller pour justement essayer de fatiguer en fait se servir de sa puissance pour essayer de fatiguer en fait Adesanya. Mais j'ai peur que pour lui, s'il le fasse, ça soit contre-productif. Parce qu'Adesanya est beaucoup trop bon sur les défenses de lutte. On l'a vu contre Vettori, par exemple. On l'a vu contre Whittaker. C'est quand même quelqu'un qui gère très bien ses phases de combat. Et donc, je pense qu'il a plus intérêt à essayer de trouver la brèche en boxe que justement à venir lutter. Et pour le sol, pareil. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de sol. Mais bon, on sait jamais. N'hésitons pas quand même à en parler. Donc, Adesanya défend très bien au sol. Il sent en fait toujours le moment pour se relever. Il est naturel dans son sol. C'est-à-dire, on sent que c'est pas forcé. Encore une fois, il est très à l'écoute du combat. C'est là où son fight IQ et son expérience parlent aussi. Et il y a des combattants comme ça qui sont vraiment naturels dans leur manière de combattre. Vraiment, il a ce truc où il va sentir le déclic, le moment où il va pouvoir exploser pour créer de l'espace et ensuite se relever. Il a une excellente garde qui est très dure à passer. Donc avec ses grandes jambes, en fait, il met ses crochets papillons, donc c'est-à-dire qu'il rentre ses deux pieds à l'intérieur des cuisses de son adversaire, ce qui lui permet de garder de la distance et ce qui permet de contrôler en fait l'adversaire et l'empêcher de passer. Et surtout, avec cette distance, il limite le fait de prendre un grand endpoint. D'accord ? C'est toujours plus facile de gérer la distance avec les pieds sur les hanches ou quand on a des grandes jambes avec des crochets en papillon que dans une garde fermée. Parce que dans une garde fermée, forcément, l'adversaire, il est juste au-dessus de notre tête, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile de venir frapper, même si en le collant à nous ou en faisant des mouvements de buste, on peut encore désarçonner l'adversaire et l'empêcher de se mobiliser pour frapper. Mais bon, plus on garde de la distance, et quand même mieux c'est dans un combat de MMA. Donc, il ne cherche pas forcément à attaquer. Bon, même si des fois on voit qu'il monte ses jambes pour des triangles ou des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment c'est plus pour faire réagir l'adversaire, le faire se redresser et reprendre de la distance. Même si, pour moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il pourrait, dans certaines situations, se permettre d'aller chercher la soumission. Et je sais pas pourquoi, mais vu comment il travaille son sol et vu comment il travaille sa lutte, je suis sûr que c'est un objectif à terme. C'est quand même quelqu'un qui cherche à faire du spectacle, qui cherche à choquer en fait le monde. Et je suis persuadé qu'il finira par essayer d'attaquer un peu plus de soumission dans certaines situations. Et puis si ça passe pas, de se relever. Mais pourquoi pas le faire dans ce combat, même si je pense que ça reste quand même risqué. Parce que tout simplement, Canonnier, c'est quelqu'un qui est très puissant. Hein, très puissant. Donc en plus, attendez, je reviens sur le Tale of the Tape. Mais oui, il s'est jamais fait soumettre. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment sur lui qu'il faille tester une première fois une soumission. Quant à Canonnier, donc lui, de la même manière, il cherche à se relever directement de la demi-garde. En fait, il vient, alors c'est intelligemment fait, de la demi-garde, il va remonter sur son adversaire pour essayer de créer un peu d'espace, essayer de mettre un crochet papillon, et puis là, il fait basculer son adversaire pour reprendre de la distance et se relever. En fait, peu importe s'il le renverse ou pas, ce qu'il cherche, c'est vraiment, en fait, finalement, les deux ont à peu près le même jeu au sol. Chercher à casser la structure de l'adversaire, à retirer la base de l'adversaire en les soulevant un petit peu, en travaillant sur ses crochets, en les basculant un petit peu, pour ensuite chercher à se relever, se remettre debout et revenir dans le domaine qui est le plus adapté pour eux, c'est-à-dire la boxe. Pour ce combat, écoutez, hein, moi je veux pas mettre de Adesanya ou ça sert à rien, c'est contre-productif de mettre Adesanya ou Canonnier, puisque de toute façon j'ai du mal à voir le combat aller au sol. Le game plan, de toute façon, alors pour Adesanya, hein, c'est très simple, hein, ça va être comme d'habitude, ça va être de cerner son adversaire pour chercher petit à petit à lire son jeu et à le mettre KO. Hein. Il va pas changer foncièrement ses habitudes, même si je pense qu'il va être très à l'offensif, puisque c'est ce qu'il nous dit qu'il veut faire. Donc, à moins qu'il tombe face à un mur, face à Canonnier, je pense qu'il va dérouler sa boxe comme d'habitude et qu'il va justement faire une maestria. Honnêtement, je le vois vraiment. Je prends de l'avance sur le pronostic, mais
Je le vois vraiment survoler son adversaire en boxe. Mais on reste quand même face à un canonnier qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut prendre au sérieux et qui peut à tout moment sortir, ne serait-ce que n'importe quoi, même un coup de poing marteau, pas un coup de poing marteau, qu'est-ce que je veux dire, un revers du poing plutôt, qui peut sonner son adversaire. D'ailleurs, je crois que c'est arrivé avec Bronson, je crois. J'ai regardé beaucoup de ses combats, donc je suis un peu embrouillé des fois sur les finalisations, mais voilà, il peut très bien toucher une fois, sonner et continuer en fait à charger l'adversaire et à le mettre KO. Bon, Adesanya nous a prouvé aussi qu'il avait une belle endurance, qu'il fallait être très bon et très puissant pour le mettre KO. Hein. Donc bon, honnêtement, pour ce combat, si je devais faire un pronostic, et je vais faire un pronostic parce que vous êtes là pour ça aussi, même si l'analyse, je le répète toujours et je le répéterai jamais assez, l'analyse est toujours plus importante que le pronostic parce qu'il peut se passer tellement de choses dans le MMA que c'est plutôt l'analyse qui compte. Le pronostic, malheureusement, celui qui arrive à faire un pronostic juste à chaque fois, bah franchement, gagne ta vie avec ça parce que tu es trop fort. Mais bon, je vois une victoire d'Adesanya, vous l'aurez compris. Par KO, je sais pas pourquoi, mais je vois pas ce combat aller à la décision. Après, je peux être surpris, mais je le vois pas aller à la décision et je le vois dans le 3e ou 4e round parce que je dirais même 4e, dans le sens où quand même Cannonier est très endurant et je pense par contre qu'on va avoir un combat qui va être comment dire, même si sur le papier la décision elle est déjà faite, donc ça hype moins le combat. Mais je pense que sur l'intensité du combat, sur le fait qu'il y aura d'énormes frappes, qu'il va y avoir enfin, vraiment une guerre, quoi. Les deux, je pense qu'ils vont pas être sur le reculoir. Je pense que ça va pas être un combat comme ça a été face à Romero, justement, où Romero était dans l'attente du coup dur. Je pense que Cannonier, quand même, même s'il sera patient, il va tenter sa chance. Il va tenter sa chance et il va essayer d'aller chercher la victoire. En plus, voilà, c'est un combat pour le titre, donc s'il le fait pas là, il le fera jamais. Donc ouais, ça va être un combat comme je pense par contre qui va être dur, un combat dur. Donc c'est ça qui le rend intéressant à voir. Passons au deuxième combat, Max Holloway versus Alexander Volkanovski. Donc c'est le 3e combat pour la ceinture des poids plumes. Étant donné que c'est le 3e combat et qu'ils se sont déjà affrontés et qu'on a de la matière en fait à analyser, j'ai pas fonctionné cette fois-ci sur le côté boxe, lutte, sol, dans le sens où bon, ça a déjà été fait déjà pour Volkanovski, donc si vous voulez, vous avez juste à réécouter sa partie en fait sur les podcasts précédents, mais c'est surtout que il y a vraiment de quoi dire déjà sur ce qui s'est passé sur les 2 premiers combats, puisque c'est pas deux combats copies, dans le sens où les deux ont été gagnés par Alexander Volkanovski, certes, mais on le dit, on l'a déjà dit, à mon sens et au sens de Rolly aussi, la victoire aurait sûrement dû revenir à Holloway dans le 2e combat. Et là même quand je l'ai revu 2 fois. Et honnêtement, je le redis, il y a plus de rounds qui ont été gagnés, à mon sens, par Holloway que par Volkanovski. À part les amener au sol de Volkanovski vraiment dans le dernier round, et puis le fait qu'il est quand même touché, parce il est quand même très bon, il a une très bonne boxe Holloway, mais sur le nombre de frappes significatives, c'est quand même Holloway qui a touché plus souvent. Sur le fait de faire l'ascenseur à son adversaire, c'est quand même Holloway qui a été plus dangereux que Volkanovski sur ce combat. On va y revenir. Donc commençons par le tail of the tape, une fois n'est pas coutume. Donc Holloway c'est 1m80 pour une allonge d'1m75,3. C'est 23 victoires, 10 KO, 2 soumissions et 11 décisions, et 6 défaites, 1 soumission et 5 décisions. L'homme n'a jamais été mis KO. Volkanovski, alors c'est ça qui est drôle, c'est que c'est 1m68 de taille, mais pour une allonge d'1m81,6. Donc une allonge qui est, on dirait pas comme ça, mais une allonge qui est plus grande que celle d'Holloway. C'est 24 victoires, 12 KO, 3 soumissions et 9 décisions, et une défaite par KO qui remonte à très très loin. Depuis leur dernier combat, Volkanovski a affronté Ortega et Korean Zombie, et Holloway a affronté Kelvin Kattar et Yael Rodriguez. Donc les deux restent sur 2 victoires, donc
aujourd'hui, on voit que dans cette catégorie-là, de toute façon, ce sont les deux personnes les plus fortes de la catégorie. Ce qui fait qu'on arrive sur ce troisième combat. Hein. Ce troisième combat n'aurait sûrement pas eu lieu si les deux ne roulaient pas en fait sur le reste de la catégorie, tout simplement. Parce que vraiment, on le voit, hein, il y a vraiment une domination de ces deux combattants. Donc, je le disais, c'est la troisième fois qu'ils s'affrontent, avec 2 victoires de Volkanovski à la décision. Et je l'ai dit, ouais, j'ai pris un peu d'avance en fait sur mes notes, donc il va y avoir un peu de redite, désolé. Pour moi, la deuxième est la plus litigieuse. Car Holloway est plus en contrôle. Bon, je vais pas me répéter, on l'a déjà dit, donc j'avance. Si on devait faire un comparatif sur les deux combats, ce qui me marque, c'est le fait que dans le premier, c'est Volkanovski en fait qui prend le contrôle du centre du ring. Contrairement au deuxième combat où là c'est l'inverse. Donc, dans le premier combat, Volkanovski déroule en fait son schéma classique. C'est-à-dire que dans le premier round, il envoie d'énormes low kicks, d'énormes calf kicks, ce qui fait mal, ce qui sape l'adversaire, et il a ses feintes toujours à répétition, en fait, qui lui permettent de beaucoup toucher en boxe et faire de gros dégâts. Holloway, il a donc du mal à trouver sa distance dans ce premier combat. Il a du mal à trouver son rythme, et on sent qu'il n'a pas réussi à s'exprimer comme à son habitude. Donc avec sa boxe. Exemple, il y a par exemple ces coups de pied retournés qui étaient souvent en fait trop près de Volkanovski, ce qui faisait qu'en fait il ne touchait pas. Contrairement au deuxième combat où justement là les coups de pied retournés il les sortait et il touchait vraiment à la bonne distance, parfaitement, où vraiment le coup venait couper Volkanovski en deux, et là voilà c'était des coups qui fatiguaient Volkanovski. Dans le premier combat, il se retrouvait en fait avec Volkanovski dans son dos quand il envoyait ses coups. Et donc voilà, en fait, je pense qu'il a eu beaucoup trop de précipitation lors de ce combat-là. Comment dire, ça s'est pas forcément reproduit dans le deuxième. On a retrouvé un Holloway qui était beaucoup plus calme et posé dans le deuxième round. Autre chose dans le deuxième round, dans le deuxième combat. Autre chose aussi qui s'est passé dans le premier combat, c'est que j'ai l'impression que Holloway étant plus grand, il a cherché à envoyer plus de frappes directes à Volkanovski, mais qui étaient justement très bien gérées. Parce que Volkanovski se baisse quand il envoie ses frappes, il est très fort pour en fait descendre encore d'un niveau. Sa taille, pour lui, n'est pas un désavantage, du fait qu'il ait déjà beaucoup d'allonge, mais justement, il s'en sert pour être plus bas que ses adversaires et pour pouvoir casser justement la distance en passant bien sous son adversaire, quoi. Et le fait que Holloway envoyait des coups directs, en espérant sûrement en fait garder une distance, et ben ça a été contre-productif parce que justement Volkanovski passait en dessous et venait donc toucher très durement Holloway dans ce premier combat. Donc comment dire, dans le deuxième, on a retrouvé un Holloway qui était plus calme, plus posé, comme je l'ai dit. Il a pris le temps de dérouler sa boxe avec beaucoup de travail de sa main avant, qui lui permettait justement de garder sa distance et de feinter pour mieux toucher en fait et sonner Volkanovski. Donc avec sa main arrière, il envoyait des petits coups. Alors il prenait sa main en distance, mais il envoyait aussi des petites gifles, beaucoup de gifles, main ouverte. En fait, il a voulu vraiment capitaliser en fait sur la longe, sur sa taille, pour envoyer un peu à la Ned Diaz des gifles qui lui ont permis en fait de baisser la garde de l'adversaire ou de faire réagir pour ensuite pouvoir placer justement son bras arrière. Dans ce deuxième combat, il a aussi envoyé beaucoup plus de jambes, beaucoup plus de low kick. Et d'ailleurs, lui-même a esquivé beaucoup plus. En fait, il a moins cherché à encaisser les low kicks de Volkanovski. Je pense que ça lui a servi de leçon sur le premier combat. Il enlevait sa jambe dans le deuxième combat pour mieux revenir en plus de ça. C'est-à-dire que c'était faire un pas de retrait pour mieux revenir et repartir à l'attaque. De la même manière, quand Volkanovski cassait un peu trop la distance, il mettait ses mains au niveau des épaules de Volkanovski pour envoyer un front kick directement à son adversaire pour justement, d'une part, le fatiguer. Les coups au corps, on sait très bien que ça fatigue énormément, mais en plus de ça, pour pouvoir justement le repousser et prendre de la distance. Dernière chose, il a aussi envoyé beaucoup d'high kicks, ce qui lui a permis d'avoir un travail qui était... En fait, il a plus d'allonge avec ses jambes qu'avec ses bras vis-à-vis d'Holloway et en plus de Volkanovski, pardon, ce qui lui a permis en fait de capitaliser plus avec ses jambes sur cette allonge. Et le high kick a été une arme qui a été
très bonne, puisque ça lui a permis au bout d'un moment de faire l'ascenseur à Volkanovski, justement en le touchant à la tempe. Donc il peut encore penser à capitaliser là-dessus sur ce troisième combat, puisque vraiment il a eu beaucoup de réussite avec cette stratégie en envoyant beaucoup plus de jambes. Euh, donc l'autre arme qui a été redoutable dans ce combat, c'est son uppercut. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a changé vraiment de paradigme dans le sens où dans le premier combat, il envoyait des coups directs et son adversaire se baissait. Donc l'uppercut, quand on est face à un lutteur ou quand on est face à quelqu'un de petit et qu'on est grand, c'est une arme qu'il faut utiliser à tout prix. Parce que au moment où l'adversaire baisse la tête, il vient en fait s'empaler sur l'uppercut. Donc quand il attaque ou quand il cherche à lutter. Donc et là il l'a beaucoup fait et cette arme là a été aussi très, comment dire, je trouve pas mon mot, mais ça a été vraiment quelque chose qui lui a permis d'avoir beaucoup de réussite en fait dans ce combat. C'est-à-dire que quand il a sonné Volkanovski, c'était souvent justement sur cette uppercut du bras arrière. Je pense qu'il a trouvé en fait il a trouvé comment combattre justement Volkanovski, parce que il a une boxe qui est aussi bonne que la sienne, sauf que euh, sauf que le timing de Volkanovski, ses feintes et tout ça font qu'il touche énormément. Et puis il est très précis. Mais il a rien à lui envier. D'ailleurs, quand il combat contre Kelvin Kattar, on l'a vu. Hein, il le dit, il le crie haut et fort. Il dit c'est le meilleur boxeur du MMA, de l'UFC. Et même si c'est pas le meilleur, en tout cas, il fait partie des meilleurs. Il a une des plus belles boxes, des plus relâchées. Surtout, c'est son relâchement qui est très bon chez lui. Et donc voilà, il a trouvé, je pense, les armes pour justement casser le rythme et casser l'avancée de Volkanovski, ce qui lui a permis de garder dans ce combat, je le répète, le centre du ring. Et j'ai l'impression que pour ces deux adversaires-là, celui qui a le centre du ring, c'est celui qui a le plus potentiellement de chances de gagner le combat. Euh, donc voilà. Tac, tac, tac. Euh, Donc, il cherchait. Oui, excusez-moi, hein, je reprends mes notes parce que là, je me suis parti dans ma tirade. Et quand je suis tout seul, quand on est à deux, en fait, quand Rolly parle, ça me permet de revenir sur mes notes et de retrouver ma ligne. Mais quand je suis tout seul, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, excusez-moi. Donc, je disais qu'il n'a pas pu donc dérouler son combat. Effectivement, en fait, j'ai avancé sur mes notes et en parlant comme ça. Voilà. Alors ça a obligé, effectivement, ça y est, j'y suis. Un manque de professionnalisme oblige, là on est bon, on est revenu à notre note. Donc tout ça a obligé Volkanovski à tenter sa chance en fait un peu plus en lutte que dans le premier combat, mais avec peu de succès, à part dans le dernier round comme je vous l'ai dit, car Holloway a su en fait rester debout. Il faut savoir que Holloway a une excellente takedown défense. C'est pas quelqu'un qui va chercher lui à lutter, mais par contre pour rester debout il est très fort. Il a cette faculté à arriver à rentrer les bras. Déjà, il y a deux choses qu'il fait. La première chose, avant-bras au niveau du visage, il pousse très fort, il remet de la distance entre lui et son adversaire. Quand on contrôle la tête, quand on contrôle les cervicales, on contrôle le reste du corps. En fait, si l'adversaire ne peut pas mettre la pression avec sa tête, il ne peut pas venir et continuer à lutter. Donc vu qu'il met son avant-bras au niveau du visage et qu'il pousse très fort, ça permet de faire reculer la tête de l'adversaire, de créer un peu de distance, ce qui lui permet de rentrer les bras en fait en underhook, donc le bras sous l'aisselle, et de rentrer au clinch. À partir de ce moment-là, il commence à envoyer des genoux. Pareil, quand on essaie de le basculer, de le faire chuter, de le crocheter, il arrive très bien en fait à reprendre ses appuis et à rester debout. Donc, ce qui lui permet au clinch donc, de rentrer des coups de genoux façon box tie, donc des coups de genoux un peu circulaires où on vient matraquer les côtes de l'adversaire. Et dès qu'il arrive à sortir du clinch, c'est toujours le premier pour prendre l'avantage et envoyer des frappes directement pour toucher l'adversaire. Ce qui, en fait, d'une part, lui permet de remarquer des points, de reprendre un peu l'ascendant sur le combat, et surtout d'empêcher l'adversaire de venir et de lutter en transition, de revenir au contact. Donc il fait ça vraiment très bien. Et même quand il est amené au sol, en fait, il faut comprendre qu'il a été amené au sol dans le dernier round, mais il s'est relevé vraiment très vite. Il est aussi très bon pour revenir chercher la cage et se relever. Donc, effectivement, les takedowns sont scorés,
Mais il n'y a pas eu de capitalisation sur les takedowns de Volkanovski, puisque de toute façon, il arrivait à se remettre debout très rapidement et revenir dans des phases de lutte. C'est pour tout ça, en fait, que je sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez le même ressenti que moi ou que Rolly, mais vraiment, pour le coup, je suis persuadé qu'il aurait dû gagner la ceinture sur le deuxième combat. Et donc voilà, ça laisse présager du bon pour ce troisième combat. En fait, soit Volkanovski est galvanisé par les victoires qu'il a eues et sûrement qu'il a progressé, puisque en plus il travaille avec Adesanya là dans sa préparation, donc ça va le faire progresser. Et au dire de Rolly dans son analyse quand il a eu le combat contre Korean Zombie, pour lui il pense qu'il y a eu une véritable évolution et qu'il a passé encore un step. Moi je suis plus mitigé, j'en ai parlé dans le dernier podcast, dans le sens où je pense que comment dire, c'est plus le fait que l'écart de niveau était trop important qui a fait que Volkanovski a brillé plus que d'habitude. Mais voilà, on va vite être fixé. On va être fixé justement sur ce combat-là. Donc soit c'est le cas et Rolly a raison, et dans ce cas-là, on va avoir un survol de Volkanovski. Soit c'est pas le cas et je pense que Holloway va être décisif dans ce combat. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. On peut pas, il le dit, on ne peut pas passer 25 minutes en combat avec moi dans la cage et espérer que ça soit un combat facile dans le troisième combat. Pour lui, il a eu toutes les informations qu'il lui fallait, il a pris toutes ses marques et il a une confiance folle dans le fait de gagner cette troisième rencontre. Donc pour ma part, Holloway, c'est mon favori pour ce combat, personnellement. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il doit faire ce qu'il a fait lors du dernier combat. Et moi, ce que j'ajouterais, en fait, ça serait qu'il faudrait qu'il kick un peu plus. En fait, ce qui se passait, c'est que comme il arrivait bien à cadrer son adversaire dans le deuxième combat, son adversaire, Volkanovski, devait sortir. Et ce qu'il faisait intelligemment, en fait, il reculait et partait circulaire, en fait, à droite ou à gauche. Il faut jamais reculer en ligne droite, parce que sinon on se retrouve dos à la cage et c'est contre-productif. Donc il faut toujours, en fait, couper l'angle et sortir. Là où, pendant le combat, quand je l'ai revu, j'aurais vu un truc en plus à travailler, c'est sur le concept de venir et de couper la coupée d'angle, entre guillemets, c'est-à-dire de stopper Volkanovski dans sa rotation en envoyant en fait plus de middle ou de low kick, puisque de toute façon quand tu tournes, tu es sur ton appui, donc tu peux pas défendre sur ces frappes là. Donc ça c'est un truc que j'apprends à mes élèves quand je les coach en boxe, c'est que quand l'adversaire sort à droite ou à gauche, en fait il faut tout de suite venir couper sa sortie si on veut continuer à le cadrer avec la jambe ou le poing, mais soit un crochet, soit un coup de pied circulaire, mais vraiment en fait pour le garder en fait dans son entonnoir. Enfin, comment dire, il y a un triangle. Imaginez un triangle qui part de vous, la pointe c'est vous, et il y a, je sais pas moi, comment vous expliquer. Vous avez tous Google Maps, vous voyez, vous êtes le point, et puis il y a l'espèce de triangle là qui donne la direction. Enfin voilà, donc quand votre adversaire il est dans ce triangle là, il est dans votre cadrage. Lui, il cherche à sortir justement de ce triangle-là. Il cherche à sortir de cette zone, en fait, pour passer dans la zone d'ombre et revenir vous attaquer. Le triangle, vous pouvez en fait le visualiser. Ça va être très abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous comprendrez. Le triangle, vous pouvez en fait le visualiser avec vos jambes ou votre bras, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez le garder dans les bornes du triangle, il va falloir mettre une frontière. Et la frontière, c'est votre jambe ou votre crochet. Donc, boum, je le frappe dès qu'il sort, je frappe, je le remets centre. En fait, je l'oblige à rester au centre. Et si jamais il sort, de toute façon, il aura été puni par cette frappe. Et ensuite, je vais le recadrer. Et la même chose. Et je recommence à chaque fois. Ce qui me permet, en fait, de mieux cadrer mon adversaire et ce qui me permet de créer du dégât et de marquer des points avec chaque frappe à chaque fois. Donc c'est vraiment ça que je verrais en fait ajouter à l'arsenal d'Holloway. Si jamais il analyse ça et qu'il rajoute ça, je pense que le combat prendra encore une autre tournure. Donc Holloway il est confiant, il a les clés pour gagner, mais attention à Volkanovski qui reste toujours dangereux. C'est un génie du MMA, surtout qu'il a
il a une motivation aussi encore plus forte à gagner puisqu'il cherche à monter de catégorie. Il voudrait affronter Oliveira. Donc ce qui lui permettra de monter, c'est cette victoire. C'est le dernier rempart à la montée de Volkanovski. Donc il est intelligent, il a confiance en lui. Donc vraiment pour le coup, il va y avoir une vraie guerre. Il va chercher à vouloir gagner ce combat à tout prix. Ça va être un combat qui va être acharné. Donc pour le coup, le co-main event, à mon sens, a un peu plus d'intérêt que le main event. Vraiment, c'est un combat, même si c'est le troisième, vraiment, j'ai hâte de voir ce combat. On pourrait se dire, voilà, il y a eu 2 victoires de Volkanovski, donc ça sert à rien de le voir parce que de toute façon, on dit jamais 203. Mais non, regardez ce combat parce que vraiment, pour le coup, je pense qu'il va être explosif, il va être très beau à voir. Il va y avoir de l'excellente boxe. Ça va être très propre techniquement. Donc franchement, vous allez vous régaler si vous êtes fan de pureté technique. Vous allez vous régaler avec ce combat-là. Donc mon pronostic, je vous l'ai dit, va à Holloway. Je vois une décision partagée pour Holloway. Parce que je vous ai dit, c'est un combat qui va être serré. Hein. Je ne vois pas Holloway non plus rouler sur Volkanovski. Mais pour le coup, ouais, je sais pas. Mais sur ce troisième combat, je vois Holloway remporter la victoire. Eh bien, voilà. Les 2 combats, ça y est, sont analysés, sont pronostiqués. Désolé pour le petit couac tout à l'heure où je cherchais ma ligne, mais en plus, je travaille je vous raconte pas ma vie, mais je travaille pour la première fois avec mon iPad là pour mes notes. Donc, forcément, ça change du papier. Et les repères sont pas les mêmes, mais c'est pas grave, on avance, on évolue. Et puis ça permettra d'avoir un podcast encore plus de qualité au fur et à mesure du temps. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous les écoutez. Allez, salut et à la prochaine!